Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 29 comme le numéro que portait Kylian Mbappé au début de sa carrière au Paris Saint-Germain. Au sommaire de votre émission, Israël craint des frappes iraniennes. Une nouvelle guerre est-elle inévitable? Débat dans quelques minutes. Nous consacrerons les minutes suivantes au traditionnel tour de l'info. 4 informations sélectionnées par Rebecca Lamy, la chef d'édition de l'émission. 4 réactions enflammées de nos débatteurs. On enchaînera ensuite avec Israël qui approuve 19 nouveaux villages juifs en Judée-Samarie. Faut-il féliciter ou blâmer le gouvernement israélien pour cette politique? Débat en fin d'émission. Nous conclurons cet épisode 29 par une interview avec Nina Azoulay. Cette humoriste très talentueuse sera sur la scène du Point Virgule à Paris les 2 et 7 janvier, les 15 et 28 février, le 8 mars, le 11 et le 21 avril. Un spectacle vivement recommandé par l'équipe de Ça se débat. Pas de carte blanche de Julien Assal ce soir. Monsieur fait du skateboard pendant ses vacances. On l'embrasse bien fort et on le retrouve début janvier. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 29, en compagnie de Guillaume Bensoussan. Bonsoir Guillaume. Bonsoir mon cher Raphaël. Comment allez-vous? Ça va très bien. Beau programme ce soir. Très beau programme, très inspirant. Vous êtes prêts? Je suis prêt, j'espère. Vos notes sont prêtes, vos arguments sont prêts? Ils sont tous dans ma tête. Super. En face de vous, un nouveau visage dans l'équipe de Ça se débat. Bonsoir Eden Taladad, vous êtes prête? Bonsoir, ravie d'être là, prête. Nos téléspectateurs se souviennent bien de vous. Vous étiez porte-parole de Tsahal au début de la guerre à Gaza. Qu'est-ce que vous devenez? Aujourd'hui, je fais de la communication, de la stratégie, notamment dans le municipal. Et si on aura besoin de moi à l'armée, je serai là. Très bien. Nous passons ensuite la soirée à Paris avec Myriam Palomba. Bonsoir Myriam, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien et vous? Vous avez passé de bonnes fêtes de Hanouka? Oui, très bonne. Super, et à vos côtés, Meher Habib. Bonsoir Meher, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, ça va bien. Je suis rentré d'Israël il y a quelques jours où il y a des nouvelles importantes qui vont être annoncées. On en reparlera pour les Français qui souhaitent faire leur alia. Et on est de retour à Paris dans la pluie parisienne, voilà. Allez-y pour les nouvelles pour les Français qui feront l'alia. Si vous avez en quelques mots. Ah non, ça, on fera. Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est le Premier ministre Netanyahou qui prend les choses en main. Il m'a téléphoné il y a une dizaine de jours, il m'a dit t'es où? Je suis à Paris, il me fait viens. Et donc il a décidé de faire en sorte, c'est quoi le sionisme? C'est qu'un juif qui veut retourner sur la terre ancestrale d'Eretz Israël puisse le faire dans les meilleures conditions qui soient. Et hélas, on tue des juifs en France, en Australie, à Londres, en Europe, dans le monde, parce qu'ils sont juifs. On a empoisonné une famille entière parce qu'ils étaient juifs. On a tué Sarah Halimi, tué des enfants à Toulouse, tué Mireille Knoll, tué Ali Perkacher, et on a violé une jeune fille de 12 ans. Et à un moment donné, on se dit non, mais tout va aller mieux dans le meilleur des mondes. C'est pas ça. J'aime profondément la France. J'ai été parlementaire de ce pays pendant 12 ans. Mais à un moment donné, si un juif ne peut plus vivre dans un pays qu'il aime, la France, il doit avoir. C'est la grande différence, Raphaël, donc avec avant la guerre, dans les années 39-40. C'est qu'il y a un foyer national qui s'appelle État d'Israël. Voilà. Et donc, il faut faciliter. On reviendra là-dessus tranquillement avec vous, avec un immense plaisir. En temps voulu, c'est pour l'instant le travail. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission de jeudi. À la question « Paix au Moyen-Orient, Donald Trump raconte-t-il n'importe quoi ?» Vous êtes d'accord à 65% avec Jean Messia. Et à la question « Emmanuel Macron doit-il démissionner ?» Vous êtes d'accord à 88% avec Caroline Portes. Passons sans plus tarder au premier débat de l'émission. Des responsables israéliens ont averti l'administration Trump ce week-end qu'un exercice de missiles du corps des gardiens de la révolution islamique iranien pourrait être une préparation à une frappe contre Israël. Des médias iraniens ont confirmé cet après-midi l'Iran a mené des exercices de missiles dans différentes villes du pays. Aujourd'hui, cette démonstration de force iranienne a inspiré l'équipe de Ça se débat. Cette question: le gouvernement israélien a-t-il eu tort de croire l'Iran affaibli après la guerre des 12 jours? Eden Taladad a répondu oui et Meher Habib a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 29, face à face numéro 1, c'est parti.
Edental, vous commencez, vous avez 1 minute, vous regardez la caméra qui est juste là devant vous, 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Meyer, vous connaissez le principe, non, c'est pas Guillaume, c'est Meyer à Paris. Meyer, vous enchaînez juste après, et si vous dépassez le temps, il y a ce buzzer, voilà, pour si vous allez trop loin. Donc, je repose la question, est-ce que le gouvernement israélien a un peu sous-estimé l'Iran lorsqu'on voit aujourd'hui cette démonstration de force du régime des Mollahs? Edental, vous êtes prête? Je suis prête. Allez, 1 minute, c'est parti. Alors, Raphaël, vous commencez chaque émission en disant si nous étions d'accord, l'émission n'existait pas. Eh bien, si l'Iran était affaibli, la question ne se poserait pas. Et d'ailleurs, la vraie question à poser n'est pas est-ce que l'Iran est affaibli, mais est-ce que l'Iran est faible. Et visiblement, elle n'est pas assez faible. L'une des causes profondes du 7 octobre réside précisément dans cette confusion fatale entre un ennemi affaibli et un ennemi faible. Et oui, le Hamas était affaibli, perçu comme affaibli, pas vaincu, pas désarmé, mais affaibli. Et nous avons payé cette erreur très cher. Nous n'avons pas le droit de payer cette erreur également face à l'Iran. Nos ennemis sont guidés par une idéologie qui ne s'use pas avec le temps, une idéologie qui ne peut pas rationnellement être finie. Ils veulent nous rayer de la carte et c'est pour ça que nous devons effacer leurs capacités et pas juste les affaiblir. Entrer dans une confrontation avec l'Iran était une force du gouvernement, était un courage du gouvernement et c'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement dommage de ne pas avoir saisi ce momentum pour affaiblir complètement l'Iran. Edental, Meyer, c'est à vous. Israël a détruit Natanz, Isfahan, Fordo qui était quasiment inatteignable grâce à l'aide américaine. Est-ce que le cancer iranien est totalement décapité? La réponse est non. Est-ce qu'il a été affaibli? Il a été extrêmement affaibli. En l'espace de 5 minutes, les 20 premiers scientifiques et militaires iraniens ont été tués. Ils avaient un groupe WhatsApp et il fallait agir en moins de 5 minutes pour pas qu'ils se préviennent les uns les autres. Est-ce que le but d'Israël était de détruire totalement l'Iran? Bien sûr que non. C'était de l'affaiblir pour pas qu'il soit nucléaire. Est-ce que l'Iran peut être nucléaire dans les mois qui viennent? Non. Ce qui est certain, c'est que là, ils sont en train de se organiser et Israël parce que c'est l'obsession de Netanyahou depuis qu'il est au pouvoir, jamais l'Iran ne sera nucléaire. Envers et contre tout, avec ou pas l'accord américain, Israël détruira les capacités nucléaires de l'Iran. Après, à un moment donné, il faudra que le peuple iranien se réveille pour changer de régime. Mais ça, c'est pas le travail d'Israël, c'est le travail des Iraniens. L'Iran ne doit pas être nucléaire, il est très affaibli, et si jamais il continue à s'entraîner, il sera encore un peu plus détruit. On vous a posé la question sur le compte Instagram d'I24 News en français. Vous votez oui si vous êtes d'accord avec Edental, vous votez non si vous êtes d'accord avec Meyer Habib. Myriam Palomba, vous connaissez la première question après le face-à-face. Vous êtes plutôt d'accord avec Meyer Habib ou avec Edental? Moi, je suis plutôt d'accord avec Edental parce que on voit bien que l'Iran se réorganise de façon profonde. Ils ont d'ailleurs la diplomatie iranienne a précisé que des missiles étaient développés pour défendre et dissuader ses opposants. Et puis moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est que l'Iran a apporté son soutien au Venezuela qui est attaqué par Donald Trump, qui a envoyé tout un tas de troupes maritimes pour lutter contre le narcotrafic et l'Iran a apporté son soutien au Venezuela et je rappellerai que le Venezuela est aussi soutenu par la Russie et la Chine. Donc là, on voit bien qu'on est dans des rapports de force entre grandes puissances assez incroyables et moi, ça me fait, je vais pas vous le cacher, très très peur. Guillaume, est-ce que vous considérez que cet exercice militaire iranien est une provocation? Et on parlait de la menace nucléaire, mais il y a aussi la menace des missiles balistiques. Ah oui, bien sûr. Il y a surtout à l'heure actuelle la menace des missiles balistiques, sachant que d'après ce qu'on sait, la menace nucléaire a été temporairement repoussée dans le temps. Ce que je voudrais dire par rapport justement à ces exercices qui ont été menés, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, finalement, comme le disait très justement Eden, l'idéologie qui guide les mollahs iraniens. Et cette idéologie, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle quand on s'intéresse à la manière qu'a eu l'islam de traiter les juifs en terre arabe, et bon là, en l'occurrence, on parle de la Perse, mais pendant des centaines d'années, pendant de très nombreux siècles, on se rend compte en fait que le statut qui était réservé aux juifs, le statut de dhimmi, ce statut d'infériorisation qui consiste à faire comprendre aux juifs qu'ils sont
à la fois inférieur physiquement, mais aussi psychologiquement, psychiquement. Et aujourd'hui, on a un Israël, donc le pays des Juifs, qui tout à coup surgit, écrase l'Iran en quelques heures, prend le contrôle des cieux iraniens. C'est une humiliation totale quand on sait justement l'idée qu'on a des Juifs. Et donc, je poursuis une petite seconde, Raphaël, si vous permettez, pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette humiliation, elle est très mal vécue par les mollahs iraniens. Le peuple, n'en parlons pas, parce que le peuple, on sait qu'une grande partie soutient Israël, ils veulent s'émanciper. C'est d'ailleurs la grande différence avec ce qui s'est passé à Gaza. Mais les mollahs iraniens voient ce qui s'est déroulé comme une humiliation abominable, et comme justement l'honneur est la valeur cardinale dans le monde musulman, il n'y a pas d'autre solution pour eux que de venir riposter contre Israël. Mais Habib, quelle doit être la réponse, selon vous, la réponse israélienne à ces essais militaires iraniens ? Israël, aujourd'hui, n'est pas seul sur la géopolitique mondiale. Ça ne vous a pas échappé qu'il y avait Donald Trump, les Américains qui ont aidé par rapport à Fordo. Ça, c'est clair. Israël était totalement, comme l'a dit Guillaume, était totalement à maîtriser tous les cieux, le ciel du Moyen-Orient. Il n'y avait rien de plus facile de continuer indéfiniment une guerre. Mais une guerre, elle doit un jour démarrer, elle doit s'arrêter. Et encore une fois, l'objectif ponctuel a été totalement atteint de façon incroyable. Mais après, est-ce que c'est fini ? Non, c'est pas fini. Dès que l'Iran va lever la tête, Israël réinterviendra. Et le monde comprendra peut-être encore un peu plus. Imaginez-vous qu'avec tout ce qui s'est passé, Israël est encore diabolisé. On a demandé, y compris en France, à Israël d'arrêter de taper le Hezbollah, d'arrêter de taper l'Iran, d'arrêter de taper le Hamas. Israël sait ce qu'elle a à faire. Elle ne peut pas tout faire en même temps. Il y a aussi à faire les choses de façon progressive, sur des informations que nous n'avons pas tous. Et croyez-moi, faites confiance à Netanyahou, c'est son obsession ultime. L'Iran, il y a un nouveau danger dans la région, c'est la Turquie aussi, et l'axe aujourd'hui, Netanyahou, on a parlé ce soir, qui est en train de se faire entre la Turquie et le Liban. Et Dental Haddad, Donald Trump parlait il y a quelques jours de paix retrouvée au Moyen-Orient après 3000 ans. On en a parlé jeudi dans l'émission. Est-ce qu'il soutiendra une nouvelle opération militaire israélienne en Iran ou pas ? Je vais en parler, j'espère que oui, mais avant, je voudrais juste dire un petit mot. Meir parlait de lever la tête. Quand l'Iran lèvera la tête, Israël ripostera. Est-ce qu'un essai militaire médiatisé, exposé, n'est pas lever la tête ? Je pose cette question parce qu'encore une fois, je fais cette comparaison au Hamas que nous avons vu s'entraîner au-delà de la frontière. Et nous avons dit, quand il lèvera la tête, on sera là. Donc, petite question à réfléchir. Et en ce qui concerne Donald Trump, je pense que Donald Trump a une entière, peut-être pas entière, mais une grande confiance en Netanyahou. Et si Netanyahou dit qu'il faut le faire parce qu'un essai militaire est levé la tête et on ne laisse pas passer ça, c'est pareil quand on parle du Liban, par exemple. Chaque acte qui montre que nos ennemis veulent, de près ou de loin, nous attaquer et lever la tête, alors oui, je pense que Donald Trump suivra Netanyahou. Myriam Palomba, il ne faut pas oublier aussi que les Israéliens ont encaissé des coups très lourds lors de cette guerre des 12 jours. Oui, bien sûr, mais moi, j'entends tout ce qui est dit sur ce plateau, mais je retiens quand même une phrase qu'a dit Meyer, et ça, je pense que je la reprendrai lors du deuxième débat. Une guerre doit commencer, mais aussi s'arrêter. Donc, à un moment, c'est est-ce qu'on va faire un concours de testostérone à celui qui a la plus grosse ? Je crois qu'il serait peut-être temps de mettre fin aux provocations des deux côtés. Guillaume, le mot de la fin ? Moi, je trouve ce que vient de dire Myriam Palomba absolument débranché, déconnecté, c'est-à-dire que personne ne joue à ce petit jeu. Myriam, si vous lisez l'actualité géopolitique à travers ce prisme, c'est effectivement de votre côté qu'il faut traiter le problème. Moi, je considère, et on en a parlé il y a 2 semaines, Raphaël, que Trump a forcé la main à Israël pour terminer la guerre, probablement dans un deal où j'envoie mes gros avions. Et derrière, on arrête la guerre parce qu'il y avait peut-être, en partie, je ne dis pas que c'est la raison principale, la question du prix Nobel de la paix. Je suis l'homme qui fait la paix, qui fait des accords de paix entre l'Inde et le Pakistan, entre Israël et l'Iran, etc. L'Iran des mollahs était à terre. C'est-à-dire qu'ils étaient à terre, mais ils n'étaient pas vaincus. Or, on a arrêté cette guerre. Moi, je suis désolé de le dire, à rebours de ce que Meir a pu dire. On dit de manière très arbitraire sur ce plateau que cette guerre devait trouver une fin. Mais qui sommes-nous
pour dire justement, quand on admet en plus au préalable que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, pour dire que cette guerre devait s'arrêter au bout de 12 jours. Merci beaucoup. Malheureusement, et j'en aurai juste pour 15 secondes, malheureusement, le peuple iranien n'attend qu'une chose, c'est de s'émanciper de ses bourreaux. Il fallait, selon moi, en toute logique, poursuivre. Ils sont Et là, pas il va falloir soulevés. enclencher quelque chose de tout nouveau. Ils auraient pu se soulever. Meilleur, allez-y, Meilleur. oui, Ils mais ne se bon. sont pas soulevés. Mais je suis bien d'accord. Et je un suis jour bien ou l'autre, d'accord. il faudra qu'ils se soulèvent. Oui. Il n'y aura aucune révolution qui pourra avoir s'il n'y a pas le peuple iranien qui se soulève. Mais au moins, c'est un immense les peuple, Iraniens le sont peuple perse. favorables. Ils Israël sont ne peut pas conscients faire du tout fait le qu'ils vivent travail. sous la botte. Israël a avancé sous la botte de énormément. bourreaux. On peut sanguinaires. toujours dire qu'on aurait pu continuer un peu plus longtemps. Ils ont été très affaiblis. La première opération, le coup a été phénoménal. Les 20 décapités en l'espace de quelques minutes. C'est vrai que beaucoup de gens voulaient que ça continue pour détruire totalement l'Iran, mais il y avait les Américains, et c'est la réalité. Merci, Meir. C'est ça la géopolitique. On ne peut pas aujourd'hui sans les Américains au niveau de certaines questions au niveau des armes. Merci à tous les quatre. Les téléspectateurs ont bien compris vos positions respectives au sujet de ces essais militaires iraniens. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Meilleur Habib, je commence avec vous. Je vous propose de regarder la vidéo d'une agression antisémite à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et nous en parlons juste après. Hey yo, bro, are you gonna free Palestine, bro? Bro, let me have a go. You gonna free Palestine? Bro, if you don't free them, I'll snatch your hat, bro. Oh, give me that, bro. Give me that. It's my turn, bro. Bro, cut. Danse, cachot. Danse, cachot, danse, cachot. Des révélations de Sword of Solomon sur X. La scène a été filmée le 25 juin 2025 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et des informations sur l'identité de l'agresseur ont été dévoilées, toujours par Sword of Solomon. Une réaction, Meilleur Habib? Ça revient à votre question de tout à l'heure, Raphaël. C'est pour ça qu'Israël doit être fort, c'est pour qu'Israël doit être prêt à accueillir les Juifs. Dans ce cochon, ça vous rappelle quelque chose? Cochon, il y a quelqu'un sur ce plateau qui a été aussi traité de cochon. On attend le jugement, c'est le 15 janvier. C'est la plus vieille insulte antisémite. Et la différence, il s'attaque à des gosses de 10 ans, de 8 ans. Ce sont les mêmes qui ont visé avec un fusil à lunettes une petite fille en Australie qui respirait la vie, qui était en train de fêter Hanouka. Il faut être un monstre pour pouvoir, avec un viseur, tirer et abattre une petite fille de 10 ans. Ce petit garçon n'a pas été abattu, il a été traité de cochon. La plus vieille insulte antisémite du monde, c'est ça l'antisémitisme, c'est pour ça qu'Israël doit être fort, c'est pour ça que l'État d'Israël, c'est le certificat d'assurance vie du peuple juif. Il faut, comme disait Jabotinsky, un mur de fer. Personne n'a le droit à donner au peuple juif de vivre ou de ne pas vivre. Israël prend ce droit, elle protégera les juifs à travers le monde, où qu'ils seront, si jamais le monde ne fait pas son travail. J'espère que la France va se réveiller, que l'Europe va se réveiller. Edental Haddad, j'imagine que vous avez vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Comment vous avez réagi lorsque vous l'avez découvert? Vous savez, malheureusement, j'étais une des cofondatrices de Diploact France avant le 7 octobre. Avec notre ami Raphaël Becache. Avec Raphaël Becache, bien sûr. Et on ne nous aimait pas non plus avant le 7 octobre. Et malheureusement, je regarde ces vidéos et je suis plus étonnée. Je suis profondément attristée, mais plus étonnée. Et oui, sur ce point, je rejoins Meir. De 1, l'Europe doit se réveiller. Et de 2, je voudrais aussi dire que les Juifs aussi doivent se réveiller et rentrer à la maison. Guillaume, un article de nos confrères du JDD. Elon Musk ne mâche pas ses mots. L'Europe ne sera bientôt plus l'Europe à moins d'une augmentation du taux de natalité et d'une rémigration massive. Une réaction à cette publication? Je n'ai pas attendu d'être sur votre plateau pour réagir sur X, Raphaël. Évidemment. C'est peut-être pas un hasard. Évidemment, j'en doute pas une seule seconde. Mais évidemment que je ne peux qu'être d'accord avec Elon Musk. Et j'ajouterais, et c'était ma réaction, que c'est la seule solution pacifique. C'est-à-dire qu'on a une augmentation démesurée de la fraction des populations musulmanes en France, en Europe plus généralement, des populations qui se considèrent de plus en plus comme à l'écart, qui ne se voient pas du tout comme faisant partie d'un même peuple. Donc, on a, pour ne parler que du cas de la France, 2 peuples sur un même sol, avec leurs martyrs respectifs, leurs histoires respectives, leurs cultures respectives, et donc, obligatoirement, au bout d'un moment, il va y avoir clash.
Ce clash, c'est la fameuse guerre civile dont tout le monde parle. Moi, je m'élève contre l'utilisation de ce terme parce que ce n'est pas une guerre civile, ce sera une guerre ethnique, une guerre religieuse, mais surtout pas civile. Donc évidemment que Musk a raison. La remigration est la seule solution pacifique qui empêchera un bain de sang en Europe. La Saint-Barthélemy, ça ne sera rien à côté de ce qui se profile à l'horizon si les courbes et les tendances continuent sur cette course. Myriam Palomba, votre information. Info de nos confrères de Libération. La France trop youpine. Le ministère de l'Intérieur envisage des sanctions contre un maire après sa publication antisémite. L'édile d'Aubignac en Dordogne pourrait être suspendu de ses fonctions, voire révoqué. Une sanction extrêmement rare dans l'histoire de France. Une réaction ? C'est normal, hein, c'est antisémite à mort, donc évidemment qu'il faut qu'il soit démis de ses fonctions. Là, c'est vraiment de l'antisémitisme complètement décomplexé. Hein. C'est ça. Moi, je ne sais pas s'il y a vraiment. Enfin, les chiffres disent qu'il y a plus d'agressions antisémites, certes, mais je ne sais pas s'il faut en faire un drama international. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Gaza, nous avons un antisémitisme complètement décomplexé. Donc c'est ça qui est pour moi le plus problématique. Mais hier, une réaction. Le Parti socialiste a eu raison de l'exclure ? Ben, je rappelle justement, je voulais vous rappeler que ce maire était socialiste, alors c'est facile de l'exclure, mais je rappelle que les socialistes se sont alliés aux insoumis, et avec y compris les macronistes, pour gagner les élections. Autrement, il y aurait une autre majorité aujourd'hui à l'Assemblée. Les gens ont tendance à l'oublier aujourd'hui. Pourquoi on ne savait pas qui était LFI pendant les élections ? Il n'y avait pas eu suffisamment de débordements antisémites avant les élections ? Non. Y compris au sein de la communauté pour mettre un barrage au Rassemblement national, qui n'est pas mon parti, pour lequel je n'ai à ce jour jamais voté, mais qui sont irréprochables. Et je tiens à le dire, en tout cas, ces dernières années sur l'antisémitisme, est certainement beaucoup plus fréquentable que ces gens d'extrême gauche. Eh ben non, on a choisi les socialistes qui ont exclu ce maire, se sont alliés avec des antisémites du parti antisémite qui est LFI. Donc on arrête de nous la faire dans tous les sens. On se rapproche d'élections, mais moi, juste ajouter une chose. Non, mais c'est vrai à la suite de ce que dit Meyer, c'est très simplement que l'EPS, comme les écologistes, ne sont que des faunés qui se présentent comme un peu plus respectables à côté de la LFI. Mais c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Myriam et Meyer a raison de rappeler que la Macronie s'est alliée à LFI. On s'en souvient. Et ça, il ne faut surtout pas que nos téléspectateurs l'oublient lors des prochaines échéances municipales. Myriam, vous concluez, après on donnera l'information de Dental. Et les communistes ont inventé Salah Hamouri. Un mot, Raphaël. Salah Hamouri a été invité à l'Assemblée nationale, c'est pas LFI, c'est les communistes qui ont invité Salah Hamouri, qui est un terroriste qui a voulu tuer le grand rabbin d'Israël, en héros. Donc qu'on arrête de nous le raconter dans tous les sens. À la limite, LFI, ils sont plus cash, ils sont plus repérables, mais les autres, c'est quasiment pareil. Et la résolution sur l'apartheid en Israël, c'était aussi les communistes. Myriam. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a plus de racistes parmi les gauchistes et de personnes qui votent des lois liberticides à gauche qu'à droite. D'ailleurs, Marine Le Pen, dans une intervention sur CNews, a eu un propos qui a dû en choquer plus d'un, puisqu'elle a remis à sa place Sonia Mabrouk en disant qu'elle faisait bien la distinction entre, ça va pas plaire à notre ami de Reconquête, mais entre l'islam et l'islamisme, et que quand elle parlait des étrangers, elle ne parlait évidemment pas des musulmans qui avaient la nationalité française. Non. Pas le temps. Parce que moi j'aimerais connaître. Pas le temps. Je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Guillaume, pas le temps. Quelle est la différence entre islam et islamisme ? Stop, Guillaume. Parce que ça paraît évident. Guillaume et Dental. Stop, on avance. La page Wikipédia consacrée à Israël en anglais affirme désormais sans équivoque qu'Israël commet un génocide, malgré l'absence de consensus juridique formel entre les nations et les tribunaux internationaux sur ce point. Cette information a d'abord été rapportée par JNS, puis vérifiée indépendamment par le Jérusalem Post dimanche. Est-ce le résultat d'une mauvaise communication israélienne depuis le 7 octobre ? D'abord, je pense que c'est un mélange. Déjà, c'est pas la première fois que Wikipédia se donne le droit de déformer en fait la réalité, tout simplement sous couverture d'un site intellectuel. C'est d'ailleurs ce nouvel antisémitisme, l'antisémitisme intellectuel dans les facs, dans les sites Wikipédia, etc. Vous verrez aussi que suite aux attaques du 7 octobre, les attaques du 7 octobre,
Comme si on parlait de 2-3 missiles qui ont été et pas de plus de 1000 morts, enfants et femmes et ce qu'on connaît. Voilà. Est-ce que je peux compléter ce Il n'y a pas le temps, il reste 40 secondes, c'est l'heure de marquer une courte page de pub. Merci à tous pour ce tour de l'info. Il faut être un peu plus discipliné, Guillaume Bensoussan. À tout de suite sur i24 News. C'est parti. Moi, je suis disciplinée parce que c'est la première fois. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrata Zorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. אלבר, רק את הטוב! ועוד הנפקה מוצלחת של חברת ההייטק הישראלית. להציב את העצבים שלו. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, don du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite, tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Meir Habib, Myriam Palomba, Guillaume Bensoussan et Edental Haddad. Israël approuve 19 nouveaux villages juifs en Judée-Samarie. Cette décision est un coup dur pour la perspective d'un État palestinien et porte à 69 le nombre total de nouvelles implantations israéliennes au cours des dernières années. En 2022, le territoire comptait 141 villages juifs. Avec cette dernière approbation, leur nombre atteint 210 selon l'organisation La Paix Maintenant. Cette décision a inspiré cette question à l'équipe de SAS Débat. Félicitez-vous le gouvernement israélien pour sa politique en Judée-Samarie? Guillaume Bensoussan a répondu oui et Myriam Palomba a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 29, face à face. Numéro 2, c'est parti. Guillaume, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Myriam, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? On est prêt. N'oubliez pas, 1 minute et si vous dépassez, Guillaume, le buzzer. Guillaume, c'est parti. Alors on poursuit là un débat qu'on a entamé il y a à peu près un mois maintenant. Et je disais déjà qu'Israël faisait fausse route à vouloir sans cesse, quelque part s'enchaîner dans ce carcan de l'État le plus moral. On est les plus moraux, on distribue des petits flyers, on passe des coups de fil. Et voilà, portez attention à ce que vont penser les diplomaties arabes et européennes. C'est quelque part un boulet qu'Israël se met elle-même au pied. Moi, ce que je défends, très simplement, c'est le fait de dire, de revendiquer, d'assumer enfin la vérité des choses simples. Un arabe vient de la péninsule arabique, un juif vient de Judée. C'est aussi simple que 1 et 1 font 2. Et donc par conséquent, un juif ne pourra jamais être un étranger ou même un colon dans son berceau civilisationnel qu'est la Judée-Samarie. Or, ce que l'on voit, c'est qu'on continue d'avoir des emportements exceptionnels dès lors que l'on pose cette question, alors que ça devrait être quelque chose de tout à fait anodin, que des juifs puissent habiter là-bas. Merci beaucoup Myriam, c'est à vous 1 minute pour convaincre. C'est complètement ridicule ce qu'il dit, parce qu'alors dans ces conditions, les Italiens, ils ont qu'à venir sur le sol français parce qu'ils vivaient là à l'heure de Mathusalem. Bon, bref, peu importe. Non, c'est pour moi une véritable déclaration de guerre qui est faite là, parce qu'à un moment donné où on essaye d'entamer la phase 2 du plan de paix de Donald Trump, on augmente le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou avec Katz et Smotrich augmente le nombre de colonies pour mettre fin à l'idée même de l'éventualité d'un État palestinien. Excusez-moi, c'est totalement contraire aux accords que Israël a accepté de signer avec Donald Trump. De plus, à part alimenter les tensions, je ne vois pas ce que ça va changer de plus. Et puis, j'aimerais aussi quand même vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire et qui va certainement vous chauffer les oreilles. Mais il est clairement dans les colonies en Cisjordanie, je fais exprès de dire Cisjordanie et non pas Judée-Samarie, une augmentation des violences contre les Palestiniens qui sont virés de leur terre. Donc moi, je suis désolée, à un moment, soit on choisit la paix, soit on choisit la guerre. Meir Habib, vous connaissez la première question après le face-à-face. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Guillaume en plateau à Tel Aviv ou avec Myriam à vos côtés à Paris? Même évidemment, je suis d'accord avec Guillaume. La Judée et la Samarie sont le cœur d'Eretz Israël et j'ai une mauvaise nouvelle. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, il y a encore des dizaines d'implantations juives qui seront établies en Judée-Samarie. Oui, mais je suis désolée, c'est contraire au droit international. Oui, mais c'est contraire au droit international. Si on écoutait le droit d'Israël, Israël ne serait pas sur la carte. Parce que personne, le droit international, a laissé le peuple juif se faire décimer sans intervenir. Mais dites-le, en fait, vous voulez le grand Israël. Ah non, mais le grand Israël, c'est avec la Jordanie, j'aurais bien aimé, mais ça, c'est terminé. Ce qu'on appelait les 2 rives du Jourdain. Il y a eu un partage en 1923. 3/4, ça a été la Jordanie, qui est peuplée à 80% de Palestiniens, et 1/4, ça a été... Là, on est au-delà des frontières de 1940. Même Donald Trump... La déclaration Balfour promettait un foyer national juif sur les 2 rives du Jourdain. Même Donald Trump a dit qu'il était contre l'annexion de la Cisjordanie. Même Donald Trump l'a dit. Oui, mais sans Donald Trump, Israël ne peut rien faire. Mais ne criez pas. Mais la Judée et Samarie sera pour l'éternité entre les mains d'Eretz Israël. On n'est pas dans une guerre de territoire, on est dans une guerre de civilisation. Merci beaucoup. Ils veulent pas un État à côté d'Israël, ils veulent un État à la place d'Israël. Donc il n'y aura jamais la paix.
Eden Tal, une réaction à tout ce que vous venez d'entendre? Alors moi, je suis pour les implantations, je suis pour, bien sûr, la Judée-Samarie pour les Juifs, Juifs, mais je suis contre le fait qu'on a encore cette impression que le gouvernement improvise. Il survit la situation, là on essaye, là on a réussi, un petit coup en douce, des implantations en Judée-Samarie, comme partout, comme dans la bande de Gaza, comme au Liban. C'est pour créer un état de fait. Une politique, oui, mais un état de fait. Quand on continue... beaucoup de choses qui se passent en Judée-Samarie qui sont contre, qui vont à l'encontre de faire un État. Et quand on ne dit pas clairement les choses par peur de ce que diront dans le monde, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, malheureusement. Selon vous, Israël devrait tout simplement voter la souveraineté israélienne en Judée-Samarie et arrêter de faire ça petit à petit? Oui, ou de moins le dire. Ou de moins, au moins le dire, mettre fin à ces hésitations. Est-ce qu'il y aura un État palestinien? Est-ce qu'il n'y aura pas un État palestinien? C'est ce qu'a dit Netanyahou de façon la plus claire qui soit. Il a été d'une parfaite clarté. Il n'y aura jamais d'État palestinien en Judée et Samarie qui restera pour l'éternité la propriété d'Eretz Israël. Parce que pour l'instant, il y a des milliers de Palestiniens, on n'est pas sûr qu'est-ce qu'ils sont. Il y a 3 millions d'habitants. Il y a 3 millions d'habitants en Cisjordanie. Il y a 500 000 Juifs. Qu'est-ce qu'on fait des 2 millions qui restent de Palestiniens? On les vire, on les dégomme, on leur enlève leur terre. C'est ça que vous voulez? Confédération jordano-palestinienne. Et si jamais ils vivent en paix, ils pourront parfaitement vivre avec un passeport jordano-palestinien. Mais l'écrasante majorité des terres sont les terres vides. Merci. Il est hors de question de déloger les Palestiniens. Il n'y a pas que des terres vides. Merci à Paris. Retour en plateau à Tel Aviv. Ils partiront d'eux-mêmes s'ils veulent. Oui, je voulais ajouter très simplement quelque chose, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Eden, c'est qu'on a un peu une impression de cafouillage, d'improvisation au fur et à mesure que les choses se déroulent, qu'il n'y a pas vraiment de plan précis, on nous pond, ça arrive comme un cheveu sur la soupe cette annonce, alors évidemment on est pour, mais... Et c'est pour ça qu'on doit toujours l'expliquer. Bien sûr, et alors, en fait finalement on est d'accord sur le fait qu'il faille assumer tout simplement la souveraineté sur la Judée-Samarie, mais deux choses, Raphaël, très rapidement. La première, c'est que moi j'ai des hésitations par rapport à ce gouvernement, je sais que ça ne va pas faire beaucoup plaisir à Meir, mais déjà il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris qui ne sont pas tenus. Donc moi je ne sais pas si on a encore affaire à un grand effet de manche, ou si c'est précisément, si ça relève d'un plan duquel on n'aurait pas été mis au courant. Est-ce que, parce que là, sur la question du Giyus des Haredim ou sur la mise à mort des terroristes, on est dans l'expectative. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont aller au bout des promesses qu'ils ont faites? On ne sait pas. Donc sur cette question, moi j'ai une position attentiste. Et une toute petite chose, donc la deuxième chose que je voulais ajouter, en fait j'ai compris la manière dont Mme Palomba réfléchit. Mme Palomba, on parlait tout à l'heure de dimitude à propos de l'Iran. Mme Palomba est une dhimmi. Non, il ne faut pas dire ce genre de choses. Je suis désolé de le dire. Elle a intériorisé la condition de dhimmi. Non. C'est-à-dire, mais si, je suis désolé. Elle a peur de son ombre. Elle se revendique grande combattante d'Emmanuel Macron. Elle ne veut elle se donne cette image-là. Et puis, dans les faits, quand on l'entend parler, elle est terrorisée par son ombre, par l'Iran, par les Palestiniens. Merci. Mais tout à l'heure, elle nous parlait de concours de virilité entre Israël et l'Iran. Quand on a une lecture pareille du conflit, je suis désolé, on est en dessous de tout. Donc, hop. Moi, pardon, mais je prends le fait que les Israéliens soient fiers d'habiter sur leur terre. Vous êtes un belliciste. Les Juifs sont retournés sur leur terre, Madame Palomba. Vous engagez pour des accords de paix et puis finalement vous colonisez, vous êtes juste immonde. Voilà ce que vous êtes, vous êtes un homme immonde et en plus vous faites des attaques ad hominem. Si j'étais vous, j'aurais honte. Ça n'est pas une attaque ad hominem, vous êtes une dhimmi, c'est une caractérisation. On retire le mot dhimmi. Mais non, je ne retire rien du tout. Vous avez de la chance qu'on est à la télé parce que sinon je vous aurais dit un mot bien sympathique. Mais Myriam Palomba, non, pas d'attaque personnelle. Vous n'êtes pas capable de vous exprimer autrement que des insultes. Hop. Ça dit encore beaucoup sur vous, madame. Quelle image on donne de l'émission à Eden Tal qui vient d'arriver? Donc c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été comme ça sur ce plateau, ça ne le deviendra pas. Myriam, ce gouvernement, il applique aussi clairement la politique pour laquelle il a été élu en novembre 2022. Il y avait des partis sionistes religieux, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, eux dans leur programme, il y a cette extension territoriale, cette souveraineté en Judée-Samarie. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une cérémonie pour les 50 ans des implantations en Samarie. On n'est pas surpris qu'un tel gouvernement mène une telle politique.
Oui, mais en même temps, Raphaël, je comprends ce que vous dites, mais là, on a des accords de paix. Quel accord de paix? Le plan de Trump, excusez-moi. Le plan de Trump, il ne parle pas de la Judée. Non, je suis désolée. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'attentats en Judée-Samarie parce qu'il y a des accords de paix. Un État palestinien. Donc faut arrêter de dire n'importe quoi. On est là aujourd'hui. Il ne faut pas arrêter de crier d'abord. Pardon, c'est vrai. Vous avez raison. C'est vrai. Mais comme sur le plateau. Oui, c'est vrai. Je dis aujourd'hui. Et donc on essaye d'entamer la deuxième phase des accords. Je ne suis pas sûre que cette décision permette d'entrer dans cette deuxième phase de façon sereine. À un moment, mais cette deuxième phase sera empêchée par Khaled Mais il y a des gens qui vivent. Il l'a revendiqué il y a 2 semaines. On en a parlé il y a 2 semaines. Mais il y a des gens qui vivent là-bas. Personne qui vit dans les implantations. Eden Tal, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a fait Smotrich, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher la création d'un État palestinien. C'est ça qu'il faut faire. Oui, je pense que c'est une seule partie du puzzle. D'abord, je voudrais dire à Madame Palomba qu'un peuple ne peut pas coloniser sa propre terre. Donc, on ne colonise pas la Judée-Samarie. Mais là où je suis d'accord avec elle... Il faut arrêter coloniser sa propre terre. Là où je suis d'accord avec dans elle... ces conditions, nous, on est les Gaulois en France. Il faut laisser parler Là où je suis d'accord... Mais ça en devient ridicule. Ça devient ridicule. Laissez parler Eden. Vous étonnez pas si vous êtes en guerre depuis plus de 70 ans. En général, c'est moi qui laisse pas parler les gens. Donc là, c'est... Un mot, Raphaël. Non. Est-ce qu'il y avait un problème de territoire Eden avait la en parole. 48? Eden avait la parole. Non, mais là, on va rappeler certaines vérités. Oui, ce que je voulais dire, c'est que là où je suis d'accord avec Madame Palomba, c'est que... Il n'y avait pas de colonie. Là où je suis entièrement d'accord, c'est qu'on ne peut pas faire comme si la population palestinienne, qu'on le veuille ou non, est en Judée-Samarie et il faut en faire quelque chose. Donc continuer à créer des implantations, Merci. Oui, je suis d'accord, parce que Israël, la Judée-Samarie est la terre du peuple juif, mais le faire, comme le disait tout à l'heure Guillaume, un peu ici, sans vraiment comprendre la stratégie, non. Et puis je vais aussi dire que le programme de paix de Trump ne parle pas de la Judée-Samarie. J'ai pas vu qu'il y avait plus d'attentats dans les territoires de la Judée-Samarie. J'ai pas vu que la Judée-Samarie était désarmée. La Judée-Samarie n'est pas désarmée. Il était contre l'annexion de la Cisjordanie. Mais bien sûr que si, c'était l'une des conditions pour qu'il ait le Qatar, l'Égypte et l'Arabie Saoudite avec lui. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Meir Habib. Vous savez quoi? On va rappeler quelque chose, que quand Israël est sorti de la bande de Gaza, décidé par Ariel Sharon, il y avait 8000 Juifs qui habitaient à l'époque dans la bande de Gaza. Ils sont sortis jusqu'au dernier. On a transféré des cimetières, brisé des synagogues. Les gens qui étaient nés là-bas, il n'y avait personne. C'était le paradis sur terre. J'étais un jeune étudiant au Technion. À Haïfa, on allait une semaine sur 4 à Tzmona, dans les implantations juives de la bande de Gaza. On a essayé de leur faire la paix avec eux. Vous savez ce qu'on a eu? On a eu la bande de Gaza. Et le but, c'est pas de faire des camps de vacances, des universités. Ils ont créé des tunnels, ils ont pris des armes et ils ont tué des juifs. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre que Israël n'a pas le choix. Le peuple juif n'a pas le choix. C'est minuscule. C'est 24 000 km² dans un océan de millions de kilomètres carrés arabes. Et ça leur suffit pas. Alors aujourd'hui, ça c'est fini. Mais il y a Israël 2 millions. Il y a 2 millions. Vous les faites quoi, ces gens-là? Vous les virez? Vous faites quoi? Les 2 millions. S'ils veulent, ils peuvent aller en Jordanie. Ah, bah s'ils veulent, ils peuvent aller en Jordanie. C'est-à-dire qu'ils doivent dégager de l'endroit où ils vivent. Mais c'est très simple. Fédération jordano-palestinienne, il y aura une confédération jordano-palestinienne, ils auront un passeport jordano-palestinien, parce que c'est exactement la même entité, ils pourront se balader librement, mais il faut comprendre que l'écrasante majorité de ces terres, la Judée et la Tamarie, sont des terres juives pour l'éternité. Avec ou sans Trump, avec ou dans le monde, ça ne changera pas, parce qu'on ne peut pas aller contre le courant. Myriam, vous répondez, et Guillaume, un mot de la fin. On peut remonter à la préhistoire aussi. Allez, Guillaume. Oui, alors très simplement, on a parlé tout à l'heure de la déclaration Balfour. Myriam se demande où est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va faire des 3 millions de Palestiniens. Il y a déjà un État palestinien, il s'appelle la Jordanie. D'accord ? Quand vous regardez jusqu'au livre blanc de Churchill, alors je sais que ça embête un peu Madame Palomba qu'on parle d'histoire, mais effectivement, il y a des faits
qu'il faut connaître pour pouvoir parler sereinement du sujet du conflit israélo-palestinien qui est complexe. Bah Et donc, oui, quand vous êtes on beaucoup regarde plus intelligent que quand moi, on regarde je sais, c'est toujours l'argument des lâches. Vous êtes très intelligent et moi je suis qu'une débile. L'argument des lâches. Je n'ai pas dit que vous étiez débile, j'ai dit que vous étiez ignorante. Juste un petit mot. C'est pas insupportable ça. Non. Juste un dernier petit mot. Si l'histoire est un peu trop longue, je veux juste rappeler que le 7 octobre 2023 n'est pas dans l'histoire et qu'Israël est sorti de la bande de Gaza en 2005 et on a vu ce qui est. Et Israël a rendu. On a vu le résultat, c'était pas dans l'histoire. C'était en 2023. Donc qui n'ont jamais été acceptés par les Palestiniens. Les Palestiniens ne veulent pas de paix, ils veulent pas d'État. Ce par quoi les Palestiniens sont préoccupés, madame, c'est que les Juifs n'aient pas d'État. Et c'était déjà la conclusion de Lord Bevin en 1946, qui était l'envoyé de l'UNSCOP, et qui, de surcroît, était antisémite, ce monsieur. Il est revenu faire son rapport à la couronne britannique et il a dit la chose suivante. Nous avons un conflit qui est insoluble. Les Juifs, leur préoccupation principale, c'est d'avoir un État. Les Palestiniens, leur préoccupation principale, les Arabes d'ailleurs, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, leur préoccupation principale est que les Juifs n'aient pas d'État. Et 80 ans plus tard, Guillaume, on est toujours dans la même situation. Guillaume, retirez les attaques personnelles contre Myriam parce que c'est pas du niveau de cette émission. Mais pas d'attaque personnelle. Je n'ai pas porté d'attaque personnelle. Si, vous avez porté d'attaque personnelle. J'ai dit que Madame Palomba était une dhimmi, c'est une caractérisation. Et je maintiens ce que j'ai dit. Ce sont des attaques personnelles et on n'accepte pas ça sur ce plateau. Meher Habib, vous terminez et ensuite on avance. Non, mais je vais dire... Non, Meher Habib, c'est à vous. Excusez-moi, il y a un problème technique. Allez-y, Meher. Pardon. Non, mais... Écoutez, le débat mais Israël a tout fait pour essayer de faire la paix. En 48, en 56, en 67, il y avait 0 territoire. Il suffisait d'arriver, de prendre la paix. Israël a accepté le statu quo. Les Arabes n'ont pas voulu. Les chartes palestiniennes à ce jour n'a pas changé. Myriam Palomba, à ce jour, chaque terroriste qui tue des Juifs est récompensé par l'autorité palestinienne avec un salaire de ministre. Le but, c'est de tuer les Juifs. Il y a des méthodes, la méthode du Hamas et la méthode de l'autorité palestinienne. 90% de la population palestinienne a soutenu le Hamas. Il n'y a pas un Palestinien qui a rendu un otage. Vous savez le nombre de Juifs qui sont pour la gauche, pour la droite, pour un État palestinien, etc. Chez eux, ça n'arrive pas. Ils veulent détruire l'État d'Israël. Donc, il faut arrêter de rêver. Voilà, c'est la réalité aujourd'hui. Merci à tous les quatre pour ce second débat. Passons à présent à l'interview du tac au tac avec l'humoriste Nina Azoulay. Parce que la politique, c'est bien, mais l'humour, c'est bien aussi. J'avais envie de terminer cette émission avec le sourire. Bonsoir Nina Azoulay, comment allez-vous ? Ça va, merci et vous ? Merci beaucoup, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous Nina Azoulay et comment êtes-vous tombée dans la marmite de l'humour ? Alors ça, c'est une grande question. Qui je suis, j'essaie encore d'y répondre. Mais comment je suis tombée dans la marmite de l'humour ? En vrai, j'ai toujours voulu faire ça. Et je me suis un peu égarée en école de commerce, mais après, c'est vite revenu. Dès que j'ai fini, je me suis dit, je fais ça à fond. Et là, ça fait 4 ans, du coup. 4 ans que je fais beaucoup les comédie clubs à Paris et que j'ai mon spectacle depuis 2 ans. Voilà, que je joue au point virgule en janvier prochain. J'ai cru comprendre. Et en vrai... J'ai cru comprendre qu'adolescente, vous imitiez des sketchs de Gad Elmaleh. Alors, je pense qu'on l'a tous fait, parce qu'on connaissait par cœur ses spectacles, mais quel sketch vous préférez de lui ? Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait La Cigarette. J'adorais. Et très très drôle. Après, en vrai, j'aime tous les sketchs cultes de lui. Le blond... il y en a, je sais pas, il y en a plein. Toutes les trucs qu'il avait fait de parodies de qui veut gagner de l'argent en masse, tous ces trucs-là, ça m'avait fait bien rire. Gad, c'est vraiment celui qui... avec Florence Foresti, Gad Elmaleh, c'est les deux qui m'ont le plus inspiré. Et vous avez eu de la chance, ça c'est assez incroyable, de faire la première partie de Gad Elmaleh. Ouais, il y a 2 ans, je l'ai faite à l'Apollo Théâtre. C'était incroyable. Vraiment, je me suis même dit, même si je perce pas, au moins j'ai fait ça. Voilà. Après, si on peut quand même essayer de remplir ma salle de spectacle, c'est cool. Mais déjà, c'était un truc de fou à l'époque. Et même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et j'ai regardé vos récentes vidéos et les périodes des fêtes de fin d'année vous inspirent, en particulier la fête de Hanouka. Vous avez fait une chanson à ce sujet. Ouais, exactement. J'ai fait une parodie. J'avais fait une pour Kippour qui avait bien pris. Et je me suis dit, Hanouka, c'est l'occasion d'en refaire une. Et j'aime bien, c'est marrant. Je trouve que ça reste en tête. Ça peut s'envoyer en famille, c'est marrant.
Bon voilà, non, ça m'amuse d'écrire, de twister les paroles, je le fais souvent. Et pour les fêtes, je trouve ça sympa. Et vous jouez un spectacle au point virgule, comme vous l'avez dit, intitulé Bonne copine, mais bonne entre guillemets. Ouais, alors expliquez le titre de ce spectacle. Bah, le bon, entre guillemets, il est assez clair, je pense. En vrai, il y a pas mal d'autodérision quand même dans ce spectacle. Je me taille, mais voilà, pas méchamment, mais je parle pas mal du poids et du fait que j'ai grandi que avec des copines hyper stylées, hyper fraîches, genre qui sentent la féminité. Je dis, moi, je sens la brioche. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça sent bon, la brioche. Ça sent très bon, la brioche, malheureusement. Et tout le monde ne veut pas une brioche dans son lit. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais non, mais voilà, d'où le titre Bonne copine et les guillemets à bonne. C'était ça le côté un peu je te pince la joue. Et est-ce que vous avez prévu de venir jouer prochainement en Israël? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? En vrai, j'aimerais grave. Genre, je veux trop aller en Israël pour jouer mon spectacle. Mais je sais pas à quel point j'aurai un public. Mais si j'avais la certitude d'avoir un public et de remplir une salle, c'est sûr que j'irais. En vrai, j'ai déjà reçu des messages de gens qui me disent viens jouer en Israël, donc peut-être que ça vaudrait le coup de m'y pencher davantage. J'aimerais beaucoup. On a eu récemment, par exemple, David Azria qui est venu ici en Israël. Ouais, j'ai vu qu'il était allé là il y a pas longtemps. Mais David a un public. Enfin, je pense que j'ai un public. J'ai quand même pas mal de fudge qui viennent me voir, donc en vrai je pense que ça pourrait aussi. Mais David est David il est dans tous les events fudge, j'aime bien. Il est fort, David, j'aime beaucoup. Guillaume Bensoussan, vous connaissiez Alors j'ai découvert Nina à l'occasion justement de l'émission et j'en ai profité pour aller regarder quelques-uns de ses sketchs qui m'ont beaucoup fait rire, notamment celui sur le trouble. Je sais pas si Nina est encore là. Exceptionnellement drôle. Donc, ouais, franchement, félicitations. Et si vous venez en Israël, Nina, vous avez au moins un spectateur. 2. Vous en aurez 2. 2. Edental. C'est gentil. Allez-y. Alors, moi aussi, j'ai découvert Nina en venant à l'émission et il y aura 2 et plus de spectateurs. J'en emmènerai quelques-uns avec moi. Ah ouais, et ça fait toujours plaisir d'avoir des humoristes. Voilà. Français, bah oui, il y avait Alex Fredo est venu aussi il n'y a pas longtemps. D'avoir du français en Israël, avec tout ce qu'on est content d'être là, ça fait toujours plaisir. Mais Rabib, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Vous connaissiez Nina Azoulay? Beaucoup de respect pour les humoristes en général et pour Nina en particulier. C'est tellement dur parce qu'il faut faire rire le public en live, en direct. C'est pas une caméra, on arrête, on revient, on prend, etc. Franchement, chapeau, et je connais pas encore ces spectacles, mais promis Nina, si vous venez en Israël, je viendrai, on viendra tous vous voir. Ce sera avec plaisir. Bah, c'est gentil. C'est bon, je viens alors. Bah oui, me prend la tête. Évidemment. C'est bon. Myriam Palomba. Tout le monde sera là. Moi, je vous avoue que je viens de découvrir Nina, donc j'apprends qu'elle est au point virgule, donc je vais venir au point virgule la voir. Ah bah avec plaisir. Alors, allez-y. Quand vous voulez. Nina, vous voulez donner les dates pour nos téléspectateurs? Ouais, il y en a. Alors là, il y en a plusieurs. En janvier, j'ai le 2 janvier. Bon, c'est Shabbat. Je base. Il y a le 7 janvier et le 22 janvier. Et après, j'ai février aussi. J'ai le 15 et le 28. Il y a le 8 mars, la journée de la femme. Et en avril, j'ai le 11 avril. Et j'ai plus la dernière. Mais en tout cas, de toute façon, sur mon Insta, il y a tout. Il y a le lien. Et donc, il y a toutes les dates. Il y en a à peu près 2 par mois. Jusqu'à avril. Parce que vous faites des spectacles, vous montez sur scène, mais vous êtes aussi très active en vidéo. Comme on parlait de cette vidéo sur Hanouka ou celle de Kippour, d'où vient ces inspirations pour créer des vidéos? Franchement, je sais toujours pas comment. Parce qu'à chaque fois, je me dis, au bout d'un moment, ça y est, j'ai plus d'idées. Et en fait, je suis obligée de poster parce qu'il faut maintenir le truc, il faut continuer à se faire connaître et tout. Et du coup, c'est l'instinct de survie qui parle. Et bon, après, je note des choses sur mon téléphone régulièrement. Les chansons, quand il y en a qui reviennent à la mode ou qui cartonnent, j'essaie de trouver des parodies à faire. Donc ça dépend. Ou sur l'actualité. Franchement, ça dépend. Soit l'actualité, soit des trucs du quotidien. Vous parlez de politique dans vos spectacles un peu? Pas trop, non. Pas trop. Mais en vrai, j'aime la politique. Mais j'essaie de pas trop en parler sur scène. Et quand vous viendrez en Israël, évidemment, vous serez la bienvenue en plateau, ici à Tel Aviv, sur i24 News. Alors pour nos téléspectateurs, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Allez-y, c'est le moment de faire la promotion. Il y a tout. Il y a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Et c'est Nina, c'est toujours nina.azoulay. C'est avec un i Azoulay. Je suis pas marocaine.
Bon, ça arrive à des gens bien. Hein. Une grande qualité. Guillaume Bensoussan dit que c'est une grande qualité. Il y aura plus de monde en Israël. C'est une grande qualité de pas être marocaine. Et je suis égyptienne. Rien à voir. Vous êtes égyptienne? Ouais. Ah, mon grand-père paternel est né à Alexandrie, voilà. On partage ça. Voilà, pareil, mais enfin, moi je suis né en France, mais ouais, c'est sympa. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, mais je n'ai absolument rien contre nos amis marocains, évidemment. Évidemment. Voilà. C'est mieux très important de le préciser. Exactement. Vous risqueriez d'avoir des problèmes dans cette chaîne. Bien sûr, beaucoup plus qu'avec Madame Palomba, d'ailleurs. Merci beaucoup, Nina Azoulay. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous serez sur la scène du Point Virgule à Paris les 2 et 7 janvier, les 15 et 28 février, le 8 mars, le 11 et le 21 avril. Courez-y, chers téléspectateurs, vous ne regretterez pas. Je remercie Eden Taladad. Ça s'est bien passé cette première? Ça s'est bien passé. Vous revenez bientôt? Je reviens. Merci. Guillaume? Je vais essayer de revenir si vous me réinvitez. J'ai pas été trop dur avec vous? Ça va? Non. Ne soyez pas aussi dur que ça avec Mme Palomba. Attention. Mme Palomba, merci beaucoup. Il faut qu'elle mette de l'eau dans son vin. Il faut qu'elle soit fière. L'idée, c'est qu'on ne soit pas d'accord. Sinon, il n'y aurait pas d'émission. Sinon, cette émission n'existerait pas. C'est pour elle que je dis ça. Ainsi s'achève cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 22h présenté par Chani Guidalia, suivi à 22h30 du grand oral de David Guirigou-Léros et de Françoise Imré, présenté par Mickaël Darmon. Bonne soirée à tous sur i24 News.